Bonjour, bienvenue à la présentation intitulée Comment l'IA peut assister la prise de décision pédagogique. Je me présente, je suis Zoher Melki, conseiller transfert technologique et innovation chez Ivado, et je serai le modérateur de cette conférence. Quelques mentions en commençant. Comme vous le savez, le temps est précieux aujourd'hui puisque les présentations s'enchaînent automatiquement. Donc, je ferai office de gardien du temps. La présentation de Catherine Bourdeau-Laferrière sera suivie d'une période de questions. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans l'onglet Questions à droite de l'écran et non dans l'onglet Chat. Je vous invite également à voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Aussi, les présentations sont enregistrées. Si vous désirez avoir accès au contenu en différé, je vous invite à compléter notre sondage d'amélioration que vous recevrez par courriel à la fin de la journée. Maintenant, laissez-moi vous présenter votre conférencière, Catherine Bourdeau-Laferrière, responsable des produits et scientifique des données chez Vidence Analytics. Catherine, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Malky. Il me fait super plaisir de venir vous parler d'un super sujet. Hem, c'est ça, je suis scientifique des données chez Vidence Analytics. On est une compagnie, qui a environ 3 ans. On est une compagnie de services et oups, un peu de la misère avec le pointeur. Bon, c'est ça, on est une compagnie de services d'environ, 3 ans. On s'est donné comme mission de contribuer à l'évolution des organisations et par le fait même de la société en vraiment les aidant à valoriser leurs données en utilisant l'intelligence artificielle. On vise également à ce que les changements qu'on effectue chez nos clients dans les entreprises, soient en harmonie avec les personnes et avec les valeurs des organisations pour une société plus humaine. Ce que nous faisons, notre offre de service, elle se décline en 3 volets. L'accompagnement stratégique en valorisation des données ou virage numérique. Lorsqu'une entreprise vient nous voir, dans le fond, qui veut effectuer un virage, qui ne sait pas par où s'y prendre, on les aide vraiment à bâtir une feuille de route et on les accompagne tout au long du processus. Ensuite, on développe et déploie des solutions utilisant l'intelligence artificielle, concrètement avec nos data engineers, data scientists. Ensuite, on offre également de la formation en entreprise pour permettre aux employés de monter en compétences et de comprendre la valeur ajoutée que peut offrir la valorisation des données et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je viens vous parler de Réussito. L'aventure de Risto a débuté en 2019, lorsqu'un étudiant au doctorat en administration et politique de l'éducation, M. Villeneuve, a approché Vidence. Généralement, Vidence n'offre pas vraiment dans ce domaine-là. Majoritairement, nos clients sont dans le milieu bancaire et des assurances, mais on a trouvé que le projet était super. En fait, M. Villeneuve effectuait une recherche action dans une école secondaire du Québec. La recherche portait sur la conception théorique d'un outil d'aide à la décision pédagogique effectué dans le cadre des activités d'une communauté d'apprentissage professionnel, une CAP. Bon, je ne suis pas une experte du milieu scolaire secondaire, mais si j'ai bien retenu mes leçons, une CAP, ça regroupe plusieurs enseignants de différents niveaux et ou matières afin de se pencher sur une problématique propre au milieu. Par exemple, améliorer les notes des étudiants en français secondaire 3. En travaillant avec les enseignants de la CAP, M. Villeneuve a essayé de comprendre en fait comment il pourrait rendre le travail, qu'un outil pourrait rendre leur travail plus collaboratif, plus performant. Il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de données générées, structurées, non structurées, mais qui étaient peu valorisées. Ils n'étaient pas vraiment utilisés pour prendre des meilleures décisions, pour passer à l'action. Il y avait plein de raisons pour ça. En fait, il existait une multitude de systèmes contenant des données, portail école, fichier Excel, Google Forms, etc. Il y avait l'absence de collecte de certaines données parce que les enseignants alimentaient pas ces outils-là parce qu'ils étaient peu conviviaux. Ensuite, il y avait la complexité d'analyser ces données-là, qui est pas vraiment le cœur de métier des enseignants ou de l'équipe de gestion, d'une école de faire de l'analyse de données.
Puis, il a aussi noté que les enseignants, en fait, se servaient beaucoup des conversations de couloir, des conversations dans la salle de professeurs pour orienter leur action. Ils usaient beaucoup ce que M. Villeneuve appelait le tam-tam de la brousse. Donc, face à ces constats-là, M. Villeneuve et l'équipe d'Evidence a déterminé que l'outil devrait répondre à trois grands objectifs. De un, fournir une plateforme complémentaire aux solutions existantes qui supportent l'importation des données textuelles et vocales. Bon, cet objectif était important parce qu'on ne voulait pas réinventer la roue. Il existe déjà plein de systèmes pour saisir des notes et des absences. On ne voulait pas refaire ça. On ne voulait pas non plus dupliquer ces portails-là. Il existe déjà, donc c'est correct. Bien entendu, on voulait pouvoir utiliser ces données-là dans les analyses, mais sans gérer l'interface. Puis aussi, ça l'évitait de créer un nouvel outil que les enseignants allaient devoir utiliser et qui allait rajouter à la lourdeur. Donc, on voulait plutôt proposer aux enseignants de saisir des commentaires facilement, n'importe où, n'importe quand. De les mettre dans un seul endroit stable et pérenne, pas dans un fichier Excel perdu à quelque part sur le réseau que tu ne trouves plus le lien parce que tu as effacé ton raccourci. En plus, les enseignants de la CAP avaient mentionné à André, là, il était un peu dans un trip techno, que ce serait cool d'avoir une reconnaissance vocale comme sur les téléphones intelligents. On voulait également offrir une plateforme disponible sur le web et sur téléphone intelligent dans l'optique d'offrir une plus grande flexibilité pour pouvoir saisir les commentaires n'importe où, n'importe quand, que ce soit en deux cours ou lors de la correction de travaux le soir chez eux. Ensuite, le deuxième objectif, c'était d'analyser automatiquement les données afin de suivre des enjeux en temps réel. Une fois la collecte effectuée, ben, il faut valoriser l'information, qui n'est pas toujours trivial quand on parle de données non structurées comme du texte ou du son. Ensuite, le troisième point, qui est très important, c'était de pouvoir visualiser et interpréter les données de façon conviviale et compréhensible. En fait, le troisième objectif est non négligeable parce que sinon, tout ce qu'on aurait effectué à l'étape 1 et 2, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc, avec ces trois objectifs en tête, on est allé chercher une première petite subvention du MEI pour faire une preuve de concept. On a créé une première plateforme afin que les enseignants qui faisaient partie de la CAP, de la recherche-action de M. Villeneuve, puissent y mettre des relevés de notes, des commentaires textuels, des commentaires vocaux. En fait, pour obtenir les notes, puisqu'on n'avait pas bâti d'interface pour communiquer avec les autres systèmes, ils nous ont donné des documents PDF qui étaient extraits des autres systèmes de données. Puis on s'est utilisé quelques techniques d'OCR, de Optical Character Recognition ou reconnaissance optique des caractères en français. On a effectué une première analyse plus manuelle par nos scientifiques de données afin de fournir des premiers insights aux participants de la CAP, puis de voir si ça avait une valeur, ce qu'on trouvait dans les données, puis obtenir leur rétroaction. Donc, ça a fait vraiment un beau wow. Puis ce premier prototype-là a également permis à M. Villeneuve de publier 2 articles dans une revue scientifique dans le domaine de l'éducation, ainsi que 2 actes de conférence en lien avec la conception du prototype. Avec ce beau succès, on a décidé d'aller chercher une deuxième subvention, prompt cette fois-ci, pour arriver avec Rusto à un stade commercialisable, un MVP, un Minimum Viable Product. Donc, on a obtenu cette deuxième subvention en début 2021. Puis c'est là qu'on s'est assis pour vraiment peaufiner, en fait, la vision de l'outil, à terme, en divisant les fonctionnalités en 3 grandes catégories: descriptif, prédictif et prescriptif. Dans la première catégorie, on visait à développer des fonctionnalités, descriptives principalement. Donc de développer premièrement la façon de collecter la donnée, qui n'est pas proprement dite de l'intelligence artificielle, mais sans ça, on ne peut pas vraiment en faire. La première fonctionnalité, ce qu'on peut voir ici, c'était l'analyse automatique des commentaires des intervenants sur le comportement des étudiants. En brainstormant avec M. Villeneuve, on s'est vraiment rendu compte que c'était le bout peut-être le plus facile à attaquer et qui amènerait beaucoup de valeur immédiatement. Donc, dans les plateformes existantes sur le marché, il existe 2 approches pour écrire des commentaires sur les comportements des étudiants. Soit les enseignants entrent des commentaires en champ libre. Alors là, personne exploite ces données-là. Ou les enseignants cotent ou sélectionnent du texte dans des listes déroulantes prédéterminées. Dans le deuxième cas, même si ça permet une certaine analyse, il reste toujours du texte non structuré qui n'est pas valorisé, comme la communication entre les parents
et les enseignants. Dans la première catégorie de descriptif, on voulait aussi créer une façon d'obtenir la rétroaction des étudiants à une certaine fréquence que l'enseignant pouvait décider. C'est pas quelque chose qui est au niveau secondaire, c'est pas quelque chose qui est très courant, où certains enseignants décident de le faire de manière ad hoc. Mais là, on voulait vraiment que ce soit partie intégrante, de l'outil. On voulait qu'il y ait juste deux trois questions pour pas, d'en demander trop aux étudiants qui ont pas beaucoup de temps. C'était vraiment des questions qui porteraient plus sur une auto-évaluation de l'étudiant face à son comportement durant le cours et une évaluation de sa satisfaction et compréhension du contenu du cours et non du prof. Troisièmement, dans la catégorie descriptive, on voulait développer une analyse et une collecte, de commentaires, des enseignants sur leurs pratiques enseignantes. Ça, à notre connaissance, c'est pas vraiment consolidé nulle part. En fond, on voulait avoir des commentaires sur ce que les enseignants mettent en place, quelles techniques qui fonctionnent, quelles techniques qui fonctionnent pas. Est-ce que, le travail en équipe, ça fonctionne? Est-ce que, l'auto-enseignement, ça fonctionne? Puis de tout mettre ça en contexte avec toute l'information qu'on aurait récoltée dans les 2 premiers points. Donc vraiment, on aurait une vision du contexte dans lequel ces pratiques-là fonctionnent et ne fonctionnent pas. Puis ça a vraiment une valeur pour l'enseignant, pour avoir une vision, de prendre un pas de recul puis regarder qu'est-ce qui fonctionne ou pas, dans quelles circonstances. Mais aussi dans l'optique ce qui est qu'on voulait vraiment mettre de l'avant avec cet outil-là, de collaboration, de partage, de connaissances, entre les enseignants, entre les plus expérimentés, moins expérimentés ou juste simplement pour faire une belle diversité, de pratiques. Les 2 autres catégories de fonctionnalités, prédictives et prescriptives, ils n'ont pas vraiment été beaucoup étoffées. Mais on s'est quand même permis de voir plus loin que, le minimum viable product. Dans le fond, avec toutes les belles données décrites, obtenues, dans la phase descriptive, on s'est dit: «Ben, on aurait sûrement le potentiel de développer des algorithmes prédictifs sur certains enjeux clés pour les enseignants et les équipes de direction». Par exemple, de prévoir les échecs ou la réussite à l'examen ministériel, en secondaire 4 dans certaines matières et cetera. De prévenir, de pouvoir prédire un étudiant qui est plus à risque, de décrocher, et cetera. Pour, la partie prescriptive, qui est encore plus un rêve, c'était de pouvoir dire, de formuler des recommandations de pratique enseignante. Donc de dire: «Dans ce groupe-ci, voici, ce qui pourrait marcher, à l'enseignant. Le travail d'équipe, ça serait une bonne approche, essayons ça». Donc c'était vraiment en mode suggestion. C'est sûr que ça remplacera jamais l'enseignant, mais, vraiment de pouvoir, utiliser ça comme recommandation. Puis pour la première version de l'outil, comme je l'ai dit, le MVP, on s'était vraiment donné comme objectif de seulement réaliser, les fonctionnalités descriptives de l'outil, ce qui était déjà une bonne première bouchée. Donc dans la phase 1, on a séparé la phase en 3 grandes étapes: collecter, analyser et visualiser. La première étape est probablement la moins sexy, mais ô combien nécessaire: construire une plateforme afin de collecter des commentaires vocaux ou écrits. On a utilisé un framework, nous permettant de rendre l'application web responsive, s'adaptant à tout type d'écran, d'un téléphone intelligent, passant par la tablette jusqu'à un écran d'ordinateur standard. Justement, pour encore la flexibilité des enseignants, l'équipe enseignante se rajeunit de plus en plus de téléphones intelligents, donc on sait que ça pourrait être pertinent qu'ils puissent l'avoir du bout des doigts. Ensuite, tout l'aspect sécurité était super importante pour nous parce qu'on allait traiter des informations, personnelles, voire sensibles sur des mineurs et c'était vraiment important d'avoir tout en place, l'encryption, dans des systèmes séparés, pour s'assurer du plus haut niveau de sécurité. Ensuite est venu, ou en parallèle, je dirais plutôt dans les faits, on a bâti l'étape analyser. Donc bâtir un algorithme qui détecte des enjeux automatiquement. C'était ça le but. On s'est dit: «Cool, c'est notre cœur de métier, on est bon là-dedans». C'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. On a exploré quelques pistes d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire d'avoir des catégories de comportements prédéfinis, heu et on a exploré aussi les méthodes non supervisées, donc pas de catégorie définie. Finalement, on a décidé d'y aller, avec un algorithme supervisé
pour un peu la simplicité au début, pour se faire les dents, comme on dit. Et là, c'est là vraiment qu'on a commencé à travailler main dans la main pour établir, en fait, ce qu'on cherchait à prédire, les enjeux, parce qu'il n'y avait pas vraiment de catégorie déjà définie. Donc, avec M. Villeneuve, on a déterminé 15 catégories d'enjeux différents en accord avec la littérature en éducation. Donc, un commentaire pouvait être classé dans 15 catégories d'enjeux. Et aussi, parallèlement, on analysait si le commentaire était positif, ça veut dire que ce qui était décrit était un comportement positif ou plutôt un commentaire à améliorer. Donc, une fois cette étape réalisée, plein d'algorithmes en tête, on était super motivés à entraîner notre modèle. Le seul hic, on n'avait pas de données. Donc, on a alors demandé, avec l'aide de M. Villeneuve, à 8 enseignants de différentes matières de nous fournir des commentaires fictifs par mesure de confidentialité sur nos 15 catégories différentes. Donc, dans cette première ronde, on a obtenu environ 1900 commentaires différents, labellisés comme étant positifs, négatifs et appartenant à une de nos 15 catégories. Donc, avec ce premier entraînement, on a obtenu sur un jeu de données de validation 95 d'exactitude sur la prédiction du sentiment, donc si le commentaire était positif ou négatif. Et on a obtenu une exactitude de classification d'environ 78 sur les catégories d'enjeux. Avec le faible échantillon de données pour ce type de modèle, utilisant des word embedding et des réseaux de neurones préentraînés, on était plutôt satisfait de la performance. On a regardé où le modèle se trompait dans la catégorisation des enjeux pour les commentaires, puis on s'est rendu compte que c'était souvent dans des catégories qui se ressemblaient beaucoup et que même nous, à l'intérieur de l'équipe, on n'avait pas un consensus sur où on aurait classé ce commentaire-là. Donc, on trouvait que les erreurs n'étaient pas aberrantes et qu'on pouvait aller de l'avant avec ce modèle-là. Pour l'étape visualisée, on est allé assez simple au début parce qu'on ne pouvait pas sortir quelque chose de très compliqué. On s'entend que c'est quelque chose qu'on veut que ce soit rapide. C'est des enseignants, ils n'ont pas beaucoup de temps, l'équipe de direction non plus. Donc, on a un peu, sur un graphique à points, mis le pourcentage de commentaires positifs, les notes. Donc, on pouvait voir en haut les étudiants qui avaient des bonnes notes, des bons comportements. Puis en bas, on pouvait voir les étudiants qui avaient des notes et un peu moins bonnes, puis des commentaires un peu plus de commentaires négatifs. Donc là, c'était vraiment une belle vue d'ensemble. Puis ça, les enseignants ont beaucoup apprécié parce que c'était nouveau comme façon de visualiser les choses à la place de juste regarder les notes. On a aussi sorti des graphiques à bord sur combien de commentaires étaient sur tel enjeu versus un autre, par élève, par groupe, par année scolaire, par matière, etc. Donc, tout ça, on était encore dans les données fictives. Puis là, on était rendu à le tester dans la vraie vie. Donc, en septembre 2021, on s'est trouvé un partenaire, une école secondaire privée, qui nous a permis d'utiliser leur infrastructure ainsi que leurs données pour tester nos modèles. Puis d'obtenir des rétroactions sur nos visuels, etc. Donc, encore une fois, vu qu'on ne pouvait pas se connecter à leur système pour aller chercher les notes, ils nous ont transmis les notes de bulletins sous forme PDF. On a eu accès aussi à la première communication aux parents, la mi-étape. Donc, en fait, cette première communication-là était plein de commentaires de tous les enseignants d'un même élève à un parent. Donc, on avait ça pour tous les élèves de toute l'école. On a eu beaucoup de plaisir avec l'OCR, encore une fois, pour pouvoir traiter ces données-là avec nos modèles. Puis, c'est là qu'on s'est rendu compte que il y avait une petite différence entre la vie réelle puis notre jeu d'entraînement fictif, c'est qu'on avait entraîné nos modèles sur sur des textes très courts qui comportaient une phrase ou deux. Mais là, ce qu'on avait, c'était vraiment des paragraphes, donc beaucoup de phrases. Et là, il pouvait y avoir plus qu'un enjeu aussi dans toutes ces phrases-là et plus qu'un sentiment. Donc, ce qu'on a fait, ça a été de rajouter une étape avant notre modèle qui découpait les commentaires phrase par phrase, qui enlevait les phrases trop courtes qui ne contenaient pas vraiment d'informations pour vraiment attribuer un sentiment et un sujet à chacune des phrases. C'est sûr que c'est moins efficace qu'une classification multilabel, mais on n'avait pas assez de données, puis on avait quand même 15 catégories, donc on est allé comme ça. Ça a beaucoup amélioré les performances, puis les enseignants et l'équipe de direction ont bien apprécié les visualisations simples et efficaces pour orienter leur discussion sur les cas problématiques lors de leur rencontre mi-étape.
Finalement, pour conclure, les prochaines étapes pour Risto, c'est vraiment de finaliser la plateforme, pour avoir un produit commercialisable, d'attaquer le bout du sondage, la mécanique du sondage aux élèves et finalement, on a mis un peu on a tassé un peu, le projet d'analyser les pratiques enseignantes, sur la glace, parce c'était quand même une grande bouchée de faire juste ce premier travail-là, mais ça va être, dans le futur qu'on va travailler là-dessus. Mais pour avoir le produit, d'intérêt commercialisable en septembre, ça va être là-dessus qu'on va focuser. Donc, en conclusion, à la question: «Est-ce que l'IA peut aider dans la prise de décision pédagogique?» Je répondrais que oui, mais c'est un outil parmi tant d'autres. On peut faciliter le travail des enseignants en leur permettant d'avoir plus d'informations disponibles, une meilleure collaboration entre eux, mais aucune machine ne remplacera un enseignant. Il faut aussi tenir compte dans le déploiement de ce type de technologie-là, que ce ne soit pas juste déployé dans les écoles très favorisées qui ont les moyens, mais bien que tout le monde y ait accès pour ne pas créer des inégalités. Donc, je pense que j'arrive à ma fin. Je voudrais juste remercier Ivado pour l'organisation de cette demi-journée pour mettre en valeur l'IA multidisciplinaire permettant d'améliorer notre société. Je trouve que c'est une excellente idée. Merci beaucoup. Merci Catherine pour cette belle présentation et pour ce beau projet. Nous avons quelques questions du public et j'aimerais commencer par celle-là. Catherine, tu as mentionné au début de la présentation un ensemble d'articles. Alors, Madame Louise Lepage souhaite savoir si on peut avoir le lien fait vers ces articles-là. Ah oui, absolument. Là, je les ai pas sous la main par contre, là, mais j'imagine qu'il y aura peut-être une façon de donner accès a posteriori. OK, merci. Une autre question qui vient de Firdaus Soumrani. La question, c'est comment gérez-vous la confidentialité des données? Oui, exactement. En fait, pour l'instant, on n'a pas déployé la plateforme de bout en bout, mais c'est sûr qu'avec également le projet de loi 64, il va falloir, qu'il y ait le consentement qui soit demandé, et ensuite toute la confidentialité, des données, c'est sûr que ça va être encrypté, anonymisé dans nos bases de données et seulement l'école va avoir accès, seulement les personnes qui doivent avoir accès, vont pouvoir les consulter. Donc là, on est encore en train de penser un modèle parce que c'est sûr qu'on veut que les enseignants entre eux qui enseignent aux mêmes élèves puissent s'échanger leurs commentaires pour pouvoir mieux collaborer ensemble. Mais c'est ça, c'est encore à l'étude de voir comment on va orchestrer ça. Merci Catherine. Je vais prendre une ou deux questions. Donc, qu'est-ce que signifie multidisciplinaire pour vous et comment l'avez-vous vécu dans ce projet-là? Oui, ben multidisciplinaire, je pense que c'est vraiment, de pouvoir travailler avec des corps de métier qui sont pas nécessairement, technologues ou familiers avec la technologie comme en éducation et hem c'est ça. Donc puis, ça a été super bien dans ce projet-là de pouvoir le faire avec, monsieur Villeneuve qui nous a vraiment ouvert les yeux, sur le monde de l'éducation. Donc c'était vraiment Mmh, super. merci. Il reste une dernière question de Madame Lepage. Comment allez-vous préciser votre collecte de données afin qu'elle devienne plus efficace au niveau prescription? C'est une excellente idée. Je dois avouer qu'on s'est pas totalement penché là-dessus, sur la prescription. Pour l'instant, on essaye de trouver une manière que le descriptif soit le plus complet possible. Donc, c'est sûr qu'il va falloir, quand on va savoir exactement ce qu'on veut prescrire, c'est sûr qu'il va falloir collecter beaucoup de données, sur, ce qu'on veut prescrire, donc les pratiques enseignantes dans l'exemple que je disais, mais aussi de voir, de mesurer en fait les impacts que chacune des actions qui ont été posées a eu là. Donc, on n'est pas totalement là encore. OK. Peut-être dernière question, relative à l'aspect multidisciplinarité. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette approche-là? Je dirais que, les avantages sont multiples parce que je crois que, tu sais, chacun a sa vision un peu du besoin. Donc, vraiment, de travailler comme vraiment en collaboration avec le milieu preneur,
ça nous empêchait de juste partir dans notre trip techno puis de faire des choses que nous, on pense qui sont pertinentes. Donc, eux, ils nous pouvaient nous ramener vraiment vite sur OK, ben nous, c'est vraiment ça qu'on a besoin. Les inconvénients, je dirais que c'est il y a une adaptation de langage quand on discute. Même eux, avec leurs termes en éducation, des fois, on ne suivait pas tout. Puis nous, de notre côté, avec notre profil scientifique des données, sciences des données, on utilisait des mots qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas habitués d'utiliser. Donc, je dirais que c'est ça qui a un ajustement, un arrimage à faire de ce côté-là. OK, merci. Catherine, tu as évoqué le nom de Monsieur Villeneuve Oui, dans ta présentation. Est-ce qu'on parle bien de Stéphane Villeneuve de non, l'UQAM? André Villeneuve, désolée. OK, donc parfait, merci. Donc, pour finir, je dirais un grand merci encore une fois pour votre présentation et les questions du public. J'aimerais vous rappeler que vous recevrez un sondage de satisfaction par courriel à la fin de la journée. Merci de contribuer à l'amélioration de nos initiatives. Vous pouvez d'autant plus accéder à tout le contenu enregistré une fois le sondage terminé. Et je termine en vous présentant la prochaine conférence sur le thème de renforcer les populations vulnérables, qui aura comme titre comment utiliser les données et l'analytique pour avoir un impact positif et direct sur nos clients en détresse financière. Cette présentation sera donnée par Catherine Paradis-Terrien. Encore une fois, un grand merci et bon événement à tous et à toutes.